Mesdames et messieurs, nous voici réunis pour cette ultime réunion avant le vote de dimanche. Merci d'être venus si nombreux pour y participer. Je salue la présence de notre conseiller général, M. Michel Mioli, et de son épouse Isabelle, ainsi que celle de M. Guy Esclopé, président départemental du Parti des radicaux de gauche. Ils sont venus nous soutenir et nous les en remercions. Au fil des semaines, oui, merci. Au fil des semaines, vous avez reçu le détail de notre programme sous forme de 4 tracts. Ils avaient cette forme, en voici un exemplaire. Je voulais vous dire que ces tracts ont été imprimés sur du papier certifié PEFC, c'est-à-dire qu'à un arbre arraché pour imprimer ce papier, un arbre est aussitôt replanté. Nous tenions absolument, dans le cadre de la défense de l'environnement, nous tenions absolument à adopter cette méthode. Sur les bulletins que vous avez reçus, nous avons détaillé 6 défis que nous efforcerons de relever au cours du mandat, dans l'hypothèse où vous nous accorderiez vos suffrages. La réunion de ce soir va se dérouler en 4 parties. D'abord, un regard sur le rétroviseur. Deuxièmement, l'analyse de 4 thèmes fédérateurs et récurrents qui touchent pratiquement toutes les communes de la Côte-Vermeille, mais Banyuls en particulier. Une troisième partie sera réservée aux questions que vous devez nous poser. Et la quatrième sera la conclusion. Le tout ne devrait pas dépasser 1h30. Alors, cher Daniel, que je remercie publiquement parce que nous travaillons avec Daniel depuis 1 mois et demi par des investigations sur le terrain et autres. Alors, tu vas commencer cette rétrospective, voilà. Le lotissement de Pidelmas. Nous avons acheté le terrain, et nous avons signé le permis d'aménager. M. Red n'a pas voté l'achat du terrain. Continue. Voilà, le lotissement de Pidelmas qui a pris forme. Bon, j'avais signé le permis d'aménager, des maisons sont encore en construction. Et les 13 familles, non, les 12 familles qui vont y habiter, ils sont bien contents d'avoir un lieu paisible, calme, avec une vue splendide sur l'arrière-pays banyulin. Continue. Lotissement de l'Ouest-Toit, avec l'office des HLM, 19 appartements. Ce n'est pas nous qui l'avons inauguré, mais peu importe. L'essentiel, c'est que 19 familles aient pu bénéficier de ces logements qui sont fonctionnels et très bien exposés, à l'abri de la tramontane. Nous avons aménagé le Masrej grâce à une subvention de 320 000 € obtenue dans le cadre du pôle d'excellence rurale. Et les diverses parties, voici ici les bureaux et la salle d'exposition du syndicat du Cru, une autre vue, la salle de dégustation, la salle capitulaire, en déplorant que cette salle capitulaire qui est unique et magnifique soit pratiquement fermée toute l'année. Alors que dans le cadre du pôle d'excellence rurale, nous avions élaboré un règlement. Elle devait servir à des dégustations, à des assemblées générales, à des séminaires, à des concerts, à des expositions, à des mariages, à des fêtes. Eh bien, dès que nous avons été battus, et on accepte la loi de la démocratie, cette salle n'a pratiquement été utilisée que pour organiser des repas qu'on va qualifier de pantagruéliques. Voilà, ce promenoir Albert Sagols, qui à nos yeux est une réussite, M. Red n'a pas voté, il a voté contre ce promenoir. Une cocasserie. Il a voté contre, mais quand il a été élu, il l'a inauguré. Voilà, le quai des pêcheurs.
Vous vous souvenez que les tempêtes consécutives ont ébranlé ce quai des pêcheurs, donc nous avons rechargé par des blocs pesant plusieurs tonnes cette zone nord. Vous voyez, le quai des pêcheurs est à droite et la zone nord a été rechargée. Voilà. Nous avons rehaussé la digue, ce qu'on appelle les Bagnolins, la jetée. Nous avons mis une grille de protection et de l'autre côté, face à l'est, face au sud-est, nous avons chargé d'une carapace dont le but est d'atténuer la force des vagues. Le mur brise-vague légèrement arrondi rejette les vagues. On nous a garanti que pour des vagues de 8 mètres, ça freinait vraiment le courant maritime. Voilà, et la force des vagues. On continue. Voilà. Projet et plan de reconstruction de la résidence pour personnes âgées Paul Wretch. C'est le plan du premier étage. La maison de retraite Paul Wretch est située dans un endroit inondable. On se souvient que la pauvre Louise Guello, lors d'une inondation très grave, avait été plaquée contre une grille et avait été marquée par ces moments très difficiles. Donc, au vu de ceci, et considérant que l'ERTM nous avait dit donc la maison de retraite, on ne peut pas la faire là. Donc nous avons cherché un terrain. Ce terrain est situé, il est toujours situé, entre la caserne des pompiers et le GICB, sous le Mazretch. Nous avons donc fait faire une étude par le cabinet d'études ICAD. Il se trouve que si on en avait réalisé cette maison de retraite ici, le prix de journée aurait baissé jusqu'en 2013. Mais voilà, les élections sont arrivées, les minuit. Le non-respect du pacte républicain et le refus des propositions verbales et écrites que nous avons faites ont fait qu'on a été battu. Mais je l'ai dépassé. Et depuis, la maison de retraite pour Wretch, c'est la même chose. Depuis 6 ans, rien n'a évolué. Alors que si la démocratie, ces facéties ont fait qu'on a été battu. Mais si la démocratie réelle s'était bien projetée, eh bien, cette maison de retraite, avec une garderie et une crèche attenante pour faciliter l'intergénérationnel, eh bien, ce serait fait. Mais ça, on continue. On en parlera plus tard. La maison communale de Puy-Delmas. C'est une mairie annexe. Eh bien, quand on a été battu, elle a été fermée. Il n'a ouvert que quelques fois, il n'y a pas longtemps, pour des expositions très intéressantes d'ailleurs, organisées par le Souvenir français. C'est rare ça. Tu peux revenir s'il te plaît? Il n'y a que 3. Il y a notre cru, celui de Gaillac et de Crotone, en Italie, où nous nous sommes rendus, qui ont obtenu le label itinéraire culturel des grands vignobles d'Europe. C'est à exploiter ça. Ça n'a pas été. Cité Odyssea d'Europe. Ce projet Cité Odyssea d'Europe, qui peut nous permettre d'obtenir une subvention, est né à Banyuls, au pied de la Salette, où nous nous trouvions en compagnie du président européen des ports de plaisance et de son secrétaire. Et nous avons essayé de trouver une idée, un concept, pour pouvoir financer certains projets en relation avec la mer et le vignoble, en relation avec la mer et la montagne. Pour ceci, les institutions pouvaient dresser des dossiers de demande de subvention par le biais de la mairie. Il suffisait de proposer à des institutions bagnolenques, voilà, si vous avez un projet, vous le déposez en mairie, nous on le fait suivre, et peut-être qu'on obtiendra des subventions. Je dis peut-être, parce qu'on n'est pas sûr d'obtenir une subvention lorsqu'on la demande. Le problème, c'est que le mot Odyssea, on s'en est servi
quelques mois après l'élection, pour se mettre une plaque, peu importe, la plaquite n'est pas une maladie qui nous atteindra, mais pour faire un festin à tout casser au Mazretch. Voilà le seul acte concret du projet Odyssea, je vais dire le mot vulgaire et familier, un gueuleton au Mazretch. Or, les avantages qu'ils pouvaient mettre de cette obtention, il y en a qui ont profité. À Saint-Cyprien, ils en ont profité. À Gruissant et compagnie, sur le Jolitz, ils en ont profité. Or, la cité pilote Odyssea est Banyuls. Voilà. On appelle ça la forêt de vie. Chaque fois qu'un enfant naissait à Banyuls, nous lui plantions un olivier, et cet olivier portait son nom. Alors les oliviers qui s'appellent Sarah, d'autres Grégory, d'autres Jacques, peu importe. Bon, dès qu'on a été battu, cette opération s'est arrêtée, et c'est dommage. C'est une bonne chose, les papis vont arroser les arbres, ils vont ramasser quelques olives, ou alors les olives tombent d'elles-mêmes, peu importe, mais lorsqu'ils partiront plus tard, malheureusement certains, pour des raisons professionnelles, sont obligés de partir ailleurs, et bien ils se souviendront que lorsqu'ils étaient enfants, il y a un olivier qui est toujours vivant, parce que l'olivier peut vivre très longtemps. Si on tient un olivier, il y est toujours. Voilà. Oui, revenons à l'immeuble Novelty. Lorsque nous sommes arrivés, mais ça, nos prédécesseurs n'étaient pas coupables, cette salle et les salles d'en haut étaient inutilisables. Nous l'avons réhabilité, je peux vous dire que ça a coûté plus de 1 million d'euros, mais qu'actuellement il y a 9 salles utilisables. Et qu'en haut, si vous voulez organiser une réunion de 300 personnes, vous pouvez le faire. L'immeuble Novelty plein peut accueillir 550 personnes, c'est-à-dire que 550 personnes peuvent faire des activités diverses dans l'ensemble des salles qui sont contenues dans cet établissement, qui a un passé historique dont nous parlons un autre jour, très intéressant. Voilà. Lorsque nous sommes arrivés, voilà où était la dette, là-haut, par habitant. Et lorsque nous avons été chassés, je mets des guillemets à chasser, voilà où était la dette par habitant. Donc, ceux qui disent qu'ils n'ont rien fait, peut-être qu'on n'a pas su communiquer ce que nous avons fait. Et je revendique cette erreur. Mais qu'on ne raconte pas comme argument que nous n'avons su rien faire, que nous n'avons rien fait, puisque ça c'est déjà une bonne action. Ça avait déjà été commencé par la municipalité présidée par Pierre Bec, et puis nous l'avons continué. Donc ils n'ont rien fait, ouais, c'est pas mal déjà d'avoir fait tout ceci. Parce que lorsqu'un enfant naît, lorsque nous sommes arrivés, il devait 1 900 €, et lorsque nous sommes partis, il devait 802 € environ, ce qui prouve une baisse de 53%, c'est déjà pas mal. C'est une réalisation qui ne se voit peut-être pas concrètement, mais qui se voit dans le portefeuille. Bon, voilà, mesdames et messieurs, ça, c'est le passé. Alors nous nous tournons résolument vers le futur. Et ce futur, nous allons l'affronter, mais au sens noble du terme, nous allons l'affronter avec une équipe renouvelée, où il y a des jeunes et des vieux, une équipe que je ne résiste pas au plaisir de vous représenter.
te remercierons jamais assez. À présent, nous allons dérouler le premier thème fédérateur, c'est la mise hors d'eau de Banyuls. Depuis le mois de mai, avec Daniel, nous réalisons des investigations sur le terrain, nous prenons des mesures, nous avons consulté le PPRI, plan de prévention des risques d'inondation, nous avons consulté aussi des anciens qui nous ont raconté certaines inondations, qui nous ont montré les endroits de niveau d'eau. Alors, à la lumière de tout ceci, nous avons fait une synthèse et on va essayer de vous expliquer comment on pourrait mettre Banyuls hors d'eau, bien que la tâche s'avère très difficile. Pas bien ? Merci à Carole qui nous a prêté ces images, qui nous parlait d'une inondation que nous avons subie en novembre 2011. Le coupable, c'était le ruisseau du Coulez, ou que certains appellent Matifort, qui coule à 50 mètres d'ici. Nous essayons d'expliquer comment on peut remédier à de telles inondations. Pour l'instant, nous allons parler... Allez, vas-y, tu déroules, je m'adapte. Voilà. Bien, la rivière Bayori, que vous voyez au milieu. D'accord. Ensuite, le ruisseau du Cerise, qui vient se jeter ici. Ici, le Balpompou. Les échos. Les écailles. J'attends, je me mets là. Je mets de ce côté. Voilà. La rivière, voilà, tout à fait. Le Balpompou est ici. Vous voyez le terrain de football là-haut. Tu m'as pas dit qu'il y avait une flèche, non? Non, ça fait rien, tu vois. Vous voyez le terrain de football que d'aucuns appellent de rugby, hein, mais c'est le terrain de football là-haut avec le Balpompou. En pointillé à droite, le chemin qu'emprunte l'eau qui nous inonde et qu'il ne devrait pas emprunter. Va bien chaud? Alors, j'appuie? Hein? Ah ouais. Non, puis Delmas, on n'a pas de ça. Alors, voilà le terrain. Voilà le terrain. Voici le Balpompou qui vient se jeter ici dans la rivière Bayori. Voici le pointillé où passe l'eau qui longe le terrain, mais nous verrons des images. De l'autre côté, voici le ruisseau du Cerise, très dangereux lui aussi, et la rivière Bayori. Voilà. Celui-ci, c'est celui qui nous a inondé. C'est celui qui nous a inondé, c'est le ruisseau de Matifort, Caro. Voilà celui qui nous a inondé. Les images viennent à cause de ce ruisseau, le Balpompou, que nous pourrons aussi traiter d'une façon intéressante. Voilà. Maintenant, on va voir concrètement ce qu'on peut faire. Je te rends ça. Merci. Continue. Voilà, on va parler du Balpompou. Voilà le Balpompou. Vous voyez que de part et d'autre arrivent les eaux du bassin versant
mais aussi des eaux de certaines rigoles ou agouilles de vigne et d'ailleurs. Voilà le Walpompou. Continue. À cet endroit précis, au pied du Micocoulier, c'est l'endroit où sort le Walpompou. Il part sur la gauche. Il traverse le plat de Vermentino que nous avions planté dans le cadre du bureau d'aide sociale. Il continue, c'est-à-dire que entre le Micocoulier et la vigne, vous voyez que ce n'est pas planté, parce que le ruisseau passe ici, il veut récupérer ce ruisseau, son lit naturel. Il continue, il longe le terrain de football et de rugby, il s'étale sur le plat du regretté Roger Santaine, il traverse la zone artisanale à toute vitesse, il s'engouffre dans le tunnel de la Gavarre et il vient percuter perpendiculaire le pont de la Daoune, le ruisseau couvert du pont de la Daoune, qui ne peut pas absorber toute l'eau. Alors qu'est-ce qu'elle fait l'eau? Elle passe par-dessus. Ainsi commence l'inondation du plat de Valnours. Si ça ne durait que 10 minutes, ça n'inonderait pas beaucoup, et les caniveaux et les bus pourraient recueillir toute l'eau. Mais quand ça dure 2 heures, 3 heures, toute une nuit, et là, le plat de Valnours est inondé. Alors, nous pensons qu'on peut trouver une solution. Au Walpompou, un peu en amont, un peu en aval, à 100 mètres en aval de l'endroit où l'eau a sauté, il y a un mur, un bloc. Et un peu plus haut, il y a des blocs, comme un enrochement. Pour éviter que l'eau du Walpompou ne suive le chemin détourné qu'il ne doit pas emprunter, il suffirait de prolonger l'enrochement de 80 mètres environ et de poursuivre ce mur. Ainsi, l'eau, toute l'eau, serait canalisée vers la rivière de la Baïorie. Tu peux continuer, et voilà. Le Walpompou, bon, il serait à dégager, et vous voyez là une sorte de chemin. Ce n'est pas un chemin. Ce n'est pas pour s'y promener. Lorsque le Walpompou, ce ruisseau, fut creusé juste après la guerre, je m'en souviens. On allait s'y amuser avec les wagonnets qui descendaient. Donc ce ruisseau, lorsque l'eau arrive à ce niveau, eh bien, s'il pleut abondamment, eh bien, l'eau peut venir au-dessus. Et nous verrons l'utilité de ceci vers la fin de cette projection. Donc l'eau du Walpompou, toute l'eau du Walpompou pourrait passer ici. Continue. Et voilà. Là, nous traversons la zone d'aménagement concerté derrière le gymnase. Et vous voyez qu'il y a toujours cette sorte de chemin sur la gauche avec le mur protecteur. Nous continuons. Et voilà où ça débouche sous la gendarmerie. Le calibre de ce pont, là, ici c'est le même que celui du ruisseau. Mais dans l'hypothèse où les eaux monteraient beaucoup et se promèneraient sur cette sorte de chemin, eh bien le trop-plein passerait par cette seconde buse. Donc nos anciens, qui étaient vraiment très ingénieux, ont trouvé la solution. Malheureusement, le Walpompou n'est pas assez entretenu. Bon, je pense que cet embauchement dont nous parlons pourrait être fait et devrait être fait, et que ce mur penché, ils m'ont parlé de mur penché, pourrait aussi être fait. Alors, toute l'eau viendra déboucher ici, sur la rivière de Baïorie, qui est à sec maintenant, mais qui, en automne, est un véritable torrent méditerranéen qui peut, en l'espace de 2 heures, augmenter son niveau de 2,50 m, c'est déjà produit. Voilà pour le Walpompou. On va continuer avec le ruisseau du Coulès, ou de Batifoc, qui est situé là derrière. Voilà. Au-dessus du marché est cette buse, d'une dimension respectable. Si l'on traverse la route là, on arrive, voilà la buse en plus grand, tu traverses, l'eau coule par ici, elle est large cette buse, hein. Continue, et voilà, elle débouche sur un petit ruisseau qui ne mesure que 50 cm. Et qu'est-ce qu'elle fait l'eau? Elle ne peut pas passer, alors elle passe par-dessus ce mur de 20 cm sur la place du marché. Elle s'étale, elle se régale, elle s'étale, elle continue. Et quand ça dure 2 heures ou 3 heures ou toute une nuit, eh bien c'est ça qui a provoqué l'inondation du 11 novembre, que vous avez vu tout à l'heure. Eh bien voilà, ça inonde Valnours. Parce que le départ de l'eau, la buse est large, et à l'arrivée c'est un petit ruisseau, alors que ce serait si facile de trouver la solution. Tu peux continuer. Regardez, maintenant ce ruisseau, d'un seul coup, il s'élargit, ici à 30 mètres. Vous voyez un canal assez large qui part à droite et un peu plus étroit qui part à gauche. Celui de droite,
Il traverse la rue du 14 juillet. Il va sur l'avenue du Puy-Delmas, sur le ruisseau, qui va ensuite se jeter derrière l'office du tourisme. Ok. Tu peux revenir sur l'autre? Celui d'avant? Celui de gauche. Il traverse pendant 30 mètres la place du marché. Il suit la rue Saint-Sébastien. Il arrive sur le fond de mer à la RD 914. Il oblique sur la gauche et il vient déboucher au Passalis par une buse ronde. Ah voilà. Celle-ci vient de Cancun, hein, et ça débouche ici. Donc, vous avez vu que la même eau peut aller soit à l'office de tourisme, soit au Passalis, à 300 mètres d'écart. La dernière inondation, le Coulès a porté la cause, alors je pense qu'on peut trouver une solution. Alors la solution que nous avons, d'abord mettre entre le tunnel de la voie ferrée et la grande buse du départ, mettre un piège à branchage, que d'aucuns appellent un piège à matériaux, pour éviter que ces branches viennent boucher la buse et l'eau passerait par-dessus et augmenterait les risques d'inondation. Bon, c'est pas la peine qu'on revienne en arrière. Donc un piège à branche après le tunnel, élargir la conduite de gauche. Tu peux pas remonter celle de gauche? Regardez, droite, à Cache. Élargir celle-ci. Et sur la place du marché, sur les 30 mètres de la place du marché, faire une conduite à ciel ouvert, avec une grille. Ensuite, l'eau continuerait. Et si elle est élargie, cette conduite, eh bien, il y aura davantage d'eau qui pourra passer et elle continuera. Et ensuite, quelle était la solution? Troisièmement, élargir sur 25 mètres la petite rigole qui est juste devant ça. Voilà. Si on élargit sur 25 mètres, pas plus, si on élargit un petit peu de 50 cm, eh bien, le calibre de la buse correspondra à ce calibre-là et correspondra au calibre de l'écoulement de l'eau. Donc, pour une question, le Coulès, Matifort, alors, je pense que certains travaux pourraient s'effectuer en régie. Par exemple, l'élargissement, le creusement, l'élargissement, et puis le mur banché du Waïpompou. Il pourrait s'effectuer en régie parce que nous avons la chance d'avoir des employés municipaux compétents, dévoués à la cause publique. Et ils sont capables de faire ça, aussi bien que n'importe quelle entreprise. Évidemment, pour l'enrochement, nous sommes obligés de faire appel à des entreprises spécialisées. Nous continuons avec le troisième qui nous pose un problème en UTS. Je ne sais pas, mais je le trouve. Allez, on le Celis. Alors le Celis, voilà. Voilà le ruisseau de Celis, à gauche, l'esplanade du cimetière et le cruel rec dans la tanglerie. Parce qu'il y avait une tuilerie autrefois derrière. Et alors, je vous jure que lui, quand il coule, il coule. Hein. Donc les deux, ils sont à sec. Une parenthèse, la municipalité actuelle a commencé les travaux de mise en eau de Celis. Rendons hommage pour cette action, c'est une bonne chose. Donc voilà, le ruisseau de Celis, on continue. Oui, il vient le rec de la Tanglerie, le ruisseau de la Tanglerie. Si vous y allez, quelle que soit la saison, il y a toujours un filet d'eau qui coule. Voilà. 5 mètres de large, 1,80 m ou 90 de haut, le débit est conséquent. Regardez bien la largeur, hein. Tu continues. Et voilà à l'arrivée. La buse, ma foi, assez importante, est nettement moins large que le lit du Celis. Donc, que fait l'eau? Elle arrive, un peu d'eau passe là-dessus. Là-dedans, pardon. Un peu passe par-dessus, dans la rue Joliot-Curie. À la limite, ce n'est pas très grave. Parce que 50 mètres plus bas, l'eau retombe dans le ruisseau de Celis. Mais voilà, lors des pluies et des crues comme celle qui avait inondé le rez-de-chaussée de la maison de retraite, il faut prévoir autre chose. Tu peux revenir avant? Ce mur est très pratique. Il est très utile. Et la municipalité actuelle l'a continué un petit peu. Que faut-il faire? Continuer ce mur jusqu'au bout, pour éviter que la rue Jacques Delclos ne soit un torrent et que les maisons qui sont construites ne soient inondées totalement. Alors, sur la gauche de cet orifice-là,
il serait intéressant, ça nous a été conseillé, hein, c'est pas nous qui l'avons inventé celui-ci, de partir sur la gauche et de creuser un canal, vous voyez, la route, ce canal déboucherait sur ce no man's land, puis, aquí, où il y a déjà un peu d'eau. Lorsque la pauvre Louise a été coincée, plaquée sur la plaque, sur la grille, pardon, par le torrent, c'est parce que de l'eau s'était accumulée ici et que le mur en bloc s'était affaissé et d'un seul coup, la vague avait envahi les jardins et le rez-de-chaussée de la maison de retraite Paul Welch. Donc, le canal dont je vous parle, qui partirait sur la gauche, serait ici à ciel ouvert, largeur de 1,50 m, hauteur 1,50 m. Il continuerait, vous voyez les ateliers de la maison de retraite, il longerait les ateliers, la gauche du jardin de la maison de retraite, et continuerait sur la rue du lotissement Le Méditerranée, que voilà, bien sûr souterrain ici, hein, et il irait retomber après ses voitures dans le ruisseau du Celis, lequel ruisseau du Celis, 100 mètres plus bas, se déverse sur la rivière de la Baïorie. Tu continues? Et voilà l'arrivée du ruisseau du Celis dans la Baïorie. Bon, l'idéal serait que l'arrivée soit un peu plus oblique, parce que ça vient pratiquement tout droit, et ça forme une crête, une vague, et cette vague est juste en face de la rue des Orangers. Donc, on se disait toujours pourquoi la rue des Orangers est-elle la première inondée? Eh bien, tout simplement parce que le ruisseau de Celis, avec force, arrivait. Il y avait une confrontation avec l'eau de la rivière Baïorie, le courant de l'un et le courant de l'autre, une crête, une vague énorme, et ça passait à la rue des Orangers. D'ailleurs, la petite chapelle romane qui est dans cette rue et qui date de 1330, on appelait la chapelle de la mare d'eau, de la flaque d'eau. Donc c'est qu'autrefois déjà, il y avait de l'eau dans ces parages, le plat de Banyuls étant plein d'eau. C'était une parenthèse. Donc, pour le Celis, qu'est-ce qu'il faudrait faire? On peut remonter un petit peu le début, mais rapidement. Dans le canal ici, hein. Voilà, il partirait sur la gauche. Voilà. Donc, là, c'est la terre qui s'écroule peu à peu. Continuer l'enrochement commencé il n'y a pas longtemps, continuer le mur, et déjà ils ont mis une grille sur l'esplanade du cimetière, et cette eau, et la grille permet à l'eau, non pas de continuer sur la rue, de descendre par la grille qui rejoint le canal de Celis. Peut-être ça peut vous paraître fastidieux, toute cette explication, mais à la lumière de ces documents photographiques, on peut mieux comprendre qu'on peut faire quelque chose. Alors, là aussi, entre le confluent de la Taulerie et du Celis, un piège à branchage, ou un piège à matériaux, parce que ce sont ces branchages matériaux qui viennent obstruer le passage de l'eau. Est-ce que tu en as un en avant? Voilà. Voilà ce que c'est un piège à branchage. Mais on peut le mettre plus haut. Nous sommes déjà, avec Daniel, allés repérer l'endroit où devraient être plantés ces piquets en fer, ces piquets en métal. Certains disent qu'il faudrait mettre des rails de chemin de fer. Alors voilà, pour ce qui est de la mesure d'eau, bien sûr, lorsqu'il y a des crues centenales, on ne peut pas tout prévoir. Hein. Certains me diront, tu as oublié le ruisseau de las Roduleras, c'est celui qui débouche aux Elmes. À la Roduleras, nous sommes allés et les murs s'effondrent de part et d'autre. Il y aurait quelque chose à faire, mais tout ne peut pas se faire en un seul jour. Alors, l'entretien et le curage des rivières et des ruisseaux, le nettoyage des caniveaux, le débouchage des buses nécessiteront une attention quotidienne et de toute l'année, dont de l'emploi. Ce sera l'occasion de mettre le pied à l'étrier à certaines associations d'insertion ou d'emploi d'avenir avec l'aide du Conseil général et de l'État. Mais alors, Roger, vous me dites, avec tout ce que tu veux faire, qui va financer? Alors, qui peut financer? L'ADREAL, Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Le Conseil général, le Conseil régional, l'État, l'Agence de l'eau, le FEDER, Fonds européen de développement régional, qui s'implique dans la prévention des risques. Et certains me diront, mais tu auras trop d'argent, Roger. Non, tout le monde ne nous donnera pas, mais le peu que nous nous donnerons, nous accepterons. Voilà pour ce thème que nous avons exposé, élaboré. Est-ce que ça te va, Daniel? Tout va bien. Et comme j'ai beaucoup parlé, je passe la parole à Emmanuel, qui a des choses à vous dire importantes.
Alors, Roger vient de vous exposer un point essentiel de notre programme qui est la mise hors d'eau. Pourquoi est-ce que c'est essentiel? C'est parce que tout simplement, quand il y a des inondations à répétition, comme notre village peut en vivre, c'est non seulement une catastrophe, mais c'est aussi une menace pour son développement. Or, toute notre équipe ici présente n'a qu'une envie, c'est de se battre pour le développement de Banyuls. Un développement que nous choisissons de ne pas être à n'importe quel prix, dans n'importe quelle condition. On choisit que ce développement soit durable. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un développement durable? Juste une petite définition. C'est une idée qui existe depuis 1992. C'est répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à se développer aussi. Donc, ça nécessite trois aspects historiques. Il y a un aspect économique, un aspect écologique et enfin un aspect social, ou plutôt ce que j'appellerais le respect de l'épanouissement de l'être humain. À ces trois piliers historiques s'en ajoute un autre qui est nouveau mais qui est de plus en plus important, c'est celui de la communication et de la participation. Autrement dit, c'est la volonté d'écouter tous les citoyens, tous les élus, y compris de l'opposition, les associations, les commerçants, les artisans, les entrepreneurs, les jeunes, les moins jeunes, bref, c'est de récupérer, d'entendre les idées de tout le monde, d'en dialoguer et éventuellement de les mettre en œuvre si ça correspond à un besoin de la commune. Et tout ça dans la plus grande transparence. Alors, pour ce développement durable de Banyuls, qu'est-ce qu'on propose? Vous avez les principaux points de notre programme dans les boîtes aux lettres, donc c'est pas la peine de revenir sur tout. J'aimerais juste illustrer mon propos en présentant quelques exemples. Pour le développement économique, d'abord, c'est une évidence, il faut allonger la saison touristique, ce qui permettra évidemment aux commerçants, hôteliers, restaurateurs de développer leur propre activité. Comment faire? D'abord, il faut soutenir les événements déjà existants qui se déroulent hors saison ou en tout début de saison. Par exemple, le festival Ascensia Flamenca qui se déroule pendant l'Ascension, donc c'est mai-juin, la fête catalane au tout début de l'été, évidemment la fête des vendanges en octobre. Mais nous souhaitons également créer de nouveaux événements, des événements qui auront lieu hors saison et qui devront répondre à notre charte, c'est-à-dire ne pas nuire à l'environnement et avoir un aspect social et humain important. Aussi, nous avons pensé au pays de Mayol lancer un concours international de sculpture. J'ai illustré ce propos par la sculpture que nous voyons tous les jours au port de Banyuls. Ce concours permettra d'accueillir dans la ville de Banyuls 5 à 6 artistes de renommée internationale qui seront présélectionnés avant par un jury international sur un projet précis avec un cahier des charges précis. Ils viendront s'affronter en quelque sorte en finale à Banyuls pendant une dizaine de jours. Pendant cette dizaine de jours, on pourra les voir travailler, on pourra faire des animations autour de la sculpture. Et une fois que le concours sera terminé, le prix de la ville de Banyuls remis par le jury international, les sculptures resteront la propriété de la ville de Banyuls. On pourra les disposer dans l'arrière-pays et ainsi, par la suite, créer des chemins de randonnée autour de ces sculptures. Voilà. Donc, tout ça, ça peut nous permettre d'attirer un tourisme nouveau, amateur d'art, des randonneurs, et qui sont déjà présents, mais on pourra aussi les séduire avec cette nouvelle initiative. Autre événement hors saison à laquelle nous avons pensé, c'est un festival du livre jeunesse qui pourrait se dérouler à cheval entre une période scolaire et une période de vacances scolaires. Ce festival devra avoir un thème, parce que c'est comme ça que les festivals de littérature jeunesse fonctionnent. Pourquoi pas l'environnement, parce que c'est un thème qui n'a jamais encore été développé en France. Ça nous permettra de faire venir des auteurs, des éditeurs qui pourront à la fois faire des animations dans les écoles, si toutefois les enseignants le désirent, peut-être pas seulement à Banyuls, mais aussi dans l'ensemble de la communauté des communes, et puis ensuite, au début des périodes scolaires ou de week-end, animation pour les enfants, les jeunes, autour du livre et de l'illustration. Et tout ça, tous ces jeunes viendront forcément avec leurs parents, leurs amis et leurs familles. Mais le développement économique de Banyuls passe aussi par d'autres secteurs. Alors ici, on souhaiterait affirmer que nous soutiendrons tout projet des professionnels de santé et de tout autre professionnel qui permettra le maintien à domicile. Pourquoi? Parce que d'abord, le maintien à domicile des personnes âgées et ou dépendantes et ou handicapées, ça permet de réaliser leur désir le plus profond qui est de rester chez elles. Donc humainement, c'est très important.
Deuxièmement, le maintien à domicile, eh bien, c'est tout simplement un Banyuls qui est vivant, avec des maisons qui sont habitées. Ce qui veut dire que notre environnement, eh bien, il est aussi protégé. Et enfin, économiquement, le maintien à domicile, c'est très important parce que ce sont des emplois directs, avec les services d'aide à la personne, le portage de repas, etc. C'est aussi des services, des emplois indirects, comme par exemple ceux des pharmacies, parce qu'il y a besoin de médicaments et il y a besoin de les distribuer. Reste que le respect de l'environnement prendra aussi d'autres formes dans notre projet. Nous souhaitons proposer des actions qui paraissent simples, évidentes, qui ne coûtent pas forcément cher. Elles s'adresseront en premier lieu aux Bagnoulinques, mais aussi à nos amis visiteurs. Parmi celles-ci, on citera la mise en valeur de notre arrière-pays. Quand vous voyez cette photo-là, on a vraiment envie de le faire. Ça pourra passer par la création de chemins de randonnée. Je vous ai parlé d'un chemin de la sculpture. Dès la première année de ce concours de sculpture, il y en aura 5 ou 6 qui seront déjà disposés dans l'arrière-pays. Au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous imaginez un peu, nos montagnes qui sont déjà sculptées par les vignerons auront encore plus de sculptures parmi elles. On souhaite créer un sentier botanique avec installation de panneaux pédagogiques sur la faune et la flore. On souhaite faire participer Banyuls à la journée mondiale de l'environnement, effectuer aussi un reboisement contrôlé. On souhaite aider à la sensibilisation du tri sélectif, qui, on le sait, très important pour l'avenir de notre planète, mais engendre aussi des économies à terme. D'autres idées encore pour l'environnement. On va proposer... Daniel on va proposer aux parents d'élèves, et travailler avec eux s'ils le souhaitent, à la mise en place d'un carapate. Qu'est-ce que c'est un carapate? C'est un système de ramassage scolaire à pied, qui viendra en complément de la navette scolaire existante. Il n'est pas question de supprimer la navette scolaire par bus, mais on pourra proposer de mettre en place cette initiative qui existe déjà dans plus de 150 villes et villages dans le Languedoc-Roussillon, donc pourquoi pas Banyuls? D'autant plus que ça n'a que des avantages, c'est bon pour la santé des enfants, c'est éducatif, c'est convivial, ça désengorge éventuellement l'arrivée aux écoles, et en plus c'est pas polluant. Deuxième initiative, là Daniel il est perdu. Non, c'est bon. Deuxième initiative, toujours en termes d'environnement et toujours dans le convivial, c'est qu'on peut proposer, vas-y clique Daniel, on peut proposer un système de covoiturage. Parce que quand vous écoutez les gens, eh ben, il y en a qui travaillent hors de Banyuls, et bien il y en a aussi qui se tapent les trajets toutes les semaines pour emmener les gamins à Argelès ou à Perpignan, etc., faire des activités extrascolaires. Et puis personne ne sait qui fait quoi. Or, il suffirait de mettre un onglet sur le site internet de la mairie, et puis après chacun se débrouille. Si moi je peux emmener Magali, Coralie, etc. en même temps que j'emmène ma fille, eh ben, ça fait de l'occupation au moins pour les mamans le mercredi, parce que ça compte. Deuxièmement, ça fait moins de pollution. Et troisièmement, c'est aussi convivial, parce que les gamins, entre eux, ils se connaissent mieux. Enfin, au niveau de la mairie en elle-même, nous proposons aussi des actions sur l'environnement. Réaliser le bilan énergétique des installations communales, ce qui permettra au final de faire des économies substantielles en eau, électricité, fuel, etc. Inscrire des critères environnementaux et sociaux dans les marchés publics. C'est très important, ça permettra de choisir les entreprises qui travailleront pour Banyuls, sur toujours des critères de développement durable. Nous proposons aussi des actions au quotidien, comme l'emploi de détergents aux normes environnementales pour le nettoyage ou l'emploi de papier, comme nous avons utilisé pour nos tracts issus de forêts durables. Enfin, nous souhaitons aussi relancer le plan local d'urbanisme qui comprend en son sein non seulement l'urbanisme, mais aussi l'environnement, ne l'oublions pas, l'habitat, l'économie locale, les équipements et services et tous les déplacements. Notre projet pour Banyuls, puisque nous sommes dans une logique de développement durable, comporte aussi un vrai volet social et humain. Si nous sommes élus, nous travaillerons donc au développement du bien-être à Banyuls, des personnes à mobilité réduite, mais aussi déficientes visuelle et auditive. Je ne sais pas si vous savez, mais normalement, tous les établissements publics auraient dû être accessibles aux handicapés au 1er janvier 2015. Il n'y a rien qui a été fait à Banyuls. Heureusement, cette clause vient d'être repoussée dans 3 ou 9 ans. Mais 3 ou 9 ans, c'est demain. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut se pencher. Deuxième chose, enfin, je vais dire, en plus, ça sert à tout le monde. Parce que là où passe un fauteuil roulant, passe une poussette. Donc c'est vraiment pour tout le monde. Nous souhaitons aussi faire attention à nos aînés. Là, c'est Roger qui en parlera tout à l'heure.
évidemment les enfants, avec plusieurs projets qui sont à l'étude pour pouvoir améliorer leurs conditions de restauration. Nous nous engageons aussi, et c'est très important, à suivre les conseils d'école, de maternelle et de primaire, parce que je sais qu'il y a eu quelques déficits dans ce cas-là, mais aussi à suivre de près ce qui se passe au collège de Port-Vendre, qui accueille chaque année de plus en plus de jeunes. Il n'est pas du tout en perdition, donc, et c'est tant mieux. Voilà. Ensuite, nous souhaitons aussi penser aux jeunes de plus de 15 ans, avec 2 projets. Le lancement d'une opération pour les 18-23 ans, c'est l'action Mon Permis grâce à la mairie. C'est une opération sous conditions de ressources qui permettra aux jeunes de passer leur permis en échange de travaux d'intérêt pour la ville. Autre projet, la mise à disposition d'une salle pour se retrouver entre jeunes, avec toutefois des conditions de responsabilité. Nous ne laisserons pas tomber pour autant le reste de la population bagnoulingue. J'ai fait exprès de mettre en valeur le hand à Banyuls parce que quand même, c'est la renommée, ça, ils ont fait partie ils ont bien participé à la renommée de Banyuls. Et puis les enfants de la GRS, parce que cette association-là a permis la création d'un événement important à Banyuls. Tout ça s'est passé dans le gymnase, sauf que le gymnase, il y a des gros problèmes. Alors nous nous efforcerons de remettre aux normes le gymnase, puisqu'il est utilisé aussi bien par les tout petits de la crèche, les scolaires, le périscolaire et toutes les associations sportives de Banyuls. Enfin, il ne faut pas oublier que la mairie est aussi un employeur, et là nous nous engageons à mettre en œuvre une vraie politique de ressources humaines, en facilitant et encourageant l'accès à la formation continue, ainsi qu'au passage d'examens et de concours internes et externes, évidemment le tout sur la base du volontariat. Par exemple, on avait envisagé de proposer de suivre une formation en conseil énergétique à certains membres du personnel, ce qui pourrait permettre d'aider à la réalisation et au suivi des bilans énergétiques des bâtiments communaux dont je vous ai parlé précédemment. Enfin, nous souhaitons mettre en place aussi une nouvelle méthode de travail avec une vraie information des habitants via le bulletin municipal, mais surtout une vraie politique de communication, c'est-à-dire d'échange. Pour ce faire, on propose d'organiser des réunions de quartier, des commissions extra-municipales, des rencontres avec les associations. Nous leur avons déjà envoyé à toutes un courrier pour leur faire savoir que si nous étions élus, nous restions à leur disposition. Des rencontres une fois tous les 6 mois avec les jeunes de moins de 18 ans, afin de donner la parole à tous ceux qui ont quelque chose à dire, et pas seulement à quelques-uns. Et même nous souhaitons, pour nous appuyer sur la prise de décision collective, et ça c'est l'engagement qu'on a pris ici même le 1er mars lors de la réunion sur le port, quand on a expliqué qu'avant toute mise en œuvre du projet, ou des projets, ou du projet qu'en fait il aura été choisi par le conseil municipal, avant toute mise en œuvre, nous demanderions l'avis de la population. Enfin, comme il est évident, c'est peut-être idiot ce que je vais dire, mais il est évident qu'à 4600 habitants de Banyuls, on a plus d'idées qu'à 27 élus. Et je mets exprès les élus d'opposition dans ce chiffre. Comme il est évident qu'à 4600, on a plus d'idées qu'à 27, nous nous réservons le droit de pouvoir développer des idées que nous n'avons pas eues nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle la démocratie participative. Alors on l'a déjà fait, puisque dans notre programme, le concours international de sculpture, dont je vous ai parlé, c'est une idée de Fétier Boudevin, qui est artiste ici et qui travaille tous les jours à Banyuls. Nous proposons aussi dans notre programme l'idée d'un couple qui est venu nous rencontrer pendant une réunion, et cette idée nous a semblé très intéressante, c'est celle de... Alors on va étudier la possibilité de le faire, hein, de créer une mutuelle groupée, accessible à tous, c'est-à-dire y compris aux personnes âgées, qui parfois n'ont pas de mutuelle, les professions indépendantes, qui parfois n'ont pas de mutuelle, et qui socialement, c'est une idée très intéressante. Il faut qu'on étudie plus profondément la question. Sans oublier ce que nous ont dit 2 autres personnes concernant la transition énergétique, ça aussi, il faut s'y pencher. Et enfin, on étudiera aussi, évidemment, l'idée émise. La semaine dernière, j'ai entendu dans une réunion publique une idée qui nous a semblé tout à fait intéressante. Je crois que c'est Sébastien Beck qui l'avait émise. C'était celle d'inscrire Banyuls dans les dispositifs de zone d'aide à finalité régionale. C'est un truc, c'est une expression un peu difficile, mais en résumé, c'est un système d'aide européenne qui permet d'apporter, sous certaines conditions, des avantages fiscaux et sociaux aux entreprises en cas d'investissement. Argelès en bénéficie déjà, Port-Vendre, Collioure, pourquoi pas Banyuls. Voilà. Donc,
Voilà ce que nous vous proposons, c'est en réalité de faire un virage à 180 degrés sur Banyuls, avec une ambition, celle d'agir pour le développement de Banyuls et son intégrité environnementale, de rassembler, c'est l'idée du développement pour tous et dans les meilleures conditions pour tous, et enfin de transmettre aux générations futures, puisque ce sont eux l'avenir de Banyuls. Voilà. C'est une championne parce que d'abord elle a beaucoup bossé et ensuite elle a respecté le temps, chose que je n'ai pas su faire mais que vous me pardonnerez. Je vais me rattraper comme dit Mario. Voilà. Maintenant mes enfants, maintenant mesdames et messieurs, nous allons parler de viticulture. Alors on m'a dit, oui, Roger, ce problème est difficile, ce problème est épineux, et c'est pas parce qu'il est difficile qu'on doit l'éluder. Il faut qu'on en parle quand même de la viticulture. C'est la base de Banyuls. Alors, on va en parler simplement. L'objectif est de dresser un constat, premièrement, et deuxièmement, d'envisager une ou des actions concrètes, bien que le sujet soit épineux et difficile, comme l'ont dit mes colistiers. Est-ce que tu peux projeter ce tableau suivant? Voilà. Production globale des crus. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2011, total de la production, 44 821 hectolitres. En 2012, 30 884 hectolitres. En 2013, 29 588. En 2011, ce fut une fort belle récolte. Mais en 2012-2013, pas si belle que ça. Voilà, rien que ce tableau permettra de rebondir en disant simplement que ces 2 dernières années, la récolte a sérieusement baissé. Alors, je dirais simplement que j'exploite 43 arts au plat d'Enjouquet, mais que je n'ai pas pour autant envie d'ouvrir une cave particulière pour concurrencer le JCB ou toute autre coopérative. Ça, soyez-en sûrs. Je pense que vous m'avez compris. Le JCB représente environ 70% de la récolte totale de Banyuls et de Collioure. Étant modérant en JCB, je ne connais que ces chiffres, d'où ces tableaux ci-après qui ne sont on ne peut plus parlants. Mais si nous sommes élus, nous serons aux côtés de tous les viticulteurs, ceux du JCB, ceux de l'Étoile, ceux des caves particulières, de tout le monde, car la viticulture constitue une grande famille. Et nos anciens seraient fiers de voir que nous attelons à ce projet et à ce problème délicat. Bien, produit en 2013, au total, 19 576 hectolitres. Vendu globalement, 23 946 hectolitres. Bon, on remarque une chose, qu'on a vendu plus qu'on a produit. En 2013, on a donc vendu plus qu'on a produit. Je ne sais pas si c'était le cas en 2012, mais j'en suis presque persuadé. Donc ceci va nous permettre de rebondir sur la suite. En 2013, on a vendu plus qu'on a produit, oui, c'était déjà le cas en 2012. Pour l'écoulement des stocks, c'est une très bonne chose. Mais à moyen terme, lorsque ces stocks seront épuisés, on ne produira pas assez. Et s'il y a sous-production, il y a sous-activité. Et par voie de conséquence, risque de perte d'emploi. Et ce phénomène dont je vous parle risque de s'aggraver. Examinons le tableau qui suit. C'est un hectare. Hein? Dans sa compétence en aménagement de l'espace, la communauté de communes œuvre pour la réalisation d'un schéma de gestion de l'espace public intitulé OCAGER, Opération concertée d'aménagement de l'espace rural. Au cours d'une réunion organisée par la communauté de communes dans cette même salle, nous avons appris que chaque année, une cinquantaine d'hectares de vignes étaient délaissés ou abandonnés. À ce rythme, dans 10 ans, et 10 ans c'est demain, un tiers du vignoble aurait disparu.
Et le phénomène risque de s'accélérer. Pourquoi? Parce que certains exploitants âgés ne continuent plus à travailler la vigne. Ils voudraient bien leur donner à un repreneur, mais ils ne trouvent pas toujours de repreneur. Et quelles sont les vignes qui ne sont pas reprises? Celles qui sont en pente. Pourquoi ne sont-elles pas reprises? Parce qu'elles sont très difficiles à travailler. Le coût de l'entretien est difficile et la pénibilité, n'en parlons pas. Alors, je dis que ce phénomène qui risque de s'aggraver portera préjudice à l'ensemble du cru Banyuls. Ces anciens qui délaissent leur vigne et qui ne trouvent pas de repreneur, ils sont, bon, on ne dit pas qu'ils sont trop vieux pour le faire, mais ils ont beaucoup de peine lorsqu'ils voient leur vigne abandonnée. Promenez-vous dans le circuit du vignoble. Vous verrez de belles vignes, avec des murettes multiséculaires, avec des cèpes encore qu'on pourrait tailler. Eh bien, elles sont délaissées au bout de 2 ans et ne sont plus productives. Et quelles sont les vignes qui ne trouvent pas de repreneur? Je vous dis que ce sont celles qui sont difficiles à travailler. Celles qui sont bien exposées, qui produisent des raisins gorgés de soleil et qui font ces Banyuls traditionnels, ces Banyuls incomparables qu'on ne peut trouver que dans notre terroir. Du Banyuls, on ne peut en faire qu'à Banyuls. Alors, dans ces conditions, on s'est posé la question. Mais ceci est le constat. Nous sommes trop attachés au maintien de l'emploi pour rester les bras croisés. Car nous ne sommes pas de ceux qui, sans arrêt, lèvent les bras au ciel, se lamentent, s'opposent à tout. Ceux qui veulent laisser entendre qu'ils savent tout, mais qui ne font rien à part parler. Nous ne sommes pas de ceux qui veulent donner des leçons de démocratie sans se l'appliquer à eux-mêmes. Mesdames et messieurs, l'action fait partie de notre slogan et soyez assurés que l'action sera mise en œuvre. Comment? D'abord, nous allons redynamiser la culture des vignes du CCAS, Centre communal d'action sociale. Je crois me souvenir, mais certains pourraient apporter une précision, que le Centre communal d'action sociale, que nous appelons à Banyuls le Mazrej, est propriétaire de 55 ou 60 hectares. Je sais aussi qu'il y a beaucoup d'hectares en fermage. Je sais que les deux ouvriers qui sont attachés au CCS travaillent 7 hectares, quelque chose. Donc, redynamisation de ce patrimoine viticole du CCS. Ensuite, création d'une action innovante que nous avons intitulée Solidar Vigne. Récupération en fermage par le CCS de vignes en voie d'abandon, appartenant à des particuliers, avec la signature d'une convention. Ces vignes pourront être mises à disposition d'associations d'insertion professionnelle ou caritatives, ou de tout jeunes qui seraient désireux de s'installer. Les propriétaires percevraient 1/7 de la récolte. Couplé à cette action, une association de bénévoles serait chargée de soutenir, de conseiller, d'encourager, d'aider concrètement les jeunes qui voudraient s'installer pour travailler la vigne. Utopie, diront certains. Et bien à cela, je vais lire la citation de Jules Verne qui a dit « Les plus grandes réalisations sont nées des utopies les plus folles ». Et Jules Verne, c'est quelqu'un qui était bien placé pour en parler, puisqu'il a annoncé que les gens iraient sur la Lune, et ça s'est réalisé. Mesdames et messieurs, la question viticole est difficile, mais avec l'aide des compétences, de toutes les compétences, des gens bien plus compétents que nous, du moins que moi, eh bien nous attellerons à cette tâche, à cette question vitale pour Banyuls en particulier et pour l'ensemble du cru en général. Et cette action, mesdames et messieurs, représente aussi un bassin d'emploi. Nous serons près des jeunes qui voudront s'installer. Et s'il le faut, nous nous impliquerons personnellement pour développer l'exportation. Non pas qu'une mairie en a le pouvoir, mais la mairie a le pouvoir d'aider toutes les institutions qui veulent effectuer la promotion de nos vins à l'étranger.
Voilà, donc c'est une action concernant le projet viticole. Et je sais qu'il est difficile de parler de ceci, surtout en cette période, mais nous avons lancé le débat, nous avons fait un constat, nous avons essayé d'apporter une solution, et peut-être que des personnes se joindront à nous pour dire des choses concrètes à effectuer. Je me suis dépêché, j'ai rattrapé le temps perdu tout à l'heure. Maintenant, un troisième projet. On va parler du centre marin. Encore une question difficile. Et c'est sûr que tout le monde devait s'y atteler à ceci. Mais nous y associerons tout le monde tant qu'il est vous. Avant de commencer, je voudrais lire une lettre qui va en étonner plus d'un. Et si des personnes en veulent la photocopie, je le donnerai. Voici ce que m'écrivait le 17 mars 2006, Monsieur le Préfet. Il est évident que la conclusion de cette lettre fut l'objet d'une réunion qui a duré une grosse matinée, à laquelle participait la directrice de la DAS, Monsieur le Préfet, et Michel était venu nous accompagner. Et peu de temps après, j'ai reçu cette lettre, Monsieur le maire, concernant la masse, maison d'accueil spécialisée, je vous confirme l'engagement que j'ai pris fin 2004, d'autoriser une extension de 30 lits afin de conforter les activités médico-sociales de l'établissement et de la Côte Vermeille. En effet, cette opération permettrait la création de 36 emplois. Les décideurs locaux de l'époque n'ont pas donné suite à cette obtention de lits. D'autant plus que nous leur proposions un terrain de 9300 m², constructible dès le lendemain, pour l'euro symbolique, vu que ce terrain appartenait au CCAS. Mais pour ces enfants et adolescents du centre marin qui n'ont pas été gâtés par la vie, eh bien, ils méritaient un terrain magnifique avec une vue sur Bagnols exceptionnelle. Ce terrain était offert à Saint-Étienne-Côte-Vermeille pour l'euro symbolique. Ce terrain avait un coefficient de couverture de sol de 0,40 et le règlement du poste autorisait une construction de 8 mètres. Ceci non plus n'a pas été accepté. Donc, cette envie de délocaliser, elle est dans l'air depuis longtemps. Et je regrette que le responsable de l'époque n'ait pas donné suite à cette proposition. Je tiens évidemment la lettre à disposition, et si quelqu'un en voulait une photocopie, il l'aurait évidemment, nous n'avons rien attaché. Donc le centre marin, je ferme la parenthèse, fait couler beaucoup d'encre et de salive et suscite bien des inquiétudes. Avant d'essayer d'approfondir ce dilemme, qu'il me soit permis de lire un courrier, je viens de le faire. Alors, bon, nous fournissions le terrain, je vous l'ai déjà dit. On va directement passer dans l'analyse du présent. Voilà le centre marin. 8 hectares, 45 arts, 91 centiares, l'ensemble. Le bâti, que vous voyez représenté ici, 2 hectares, 20 arts. Il appartient à la commune de Bagnols. Nous avions négocié le prix, 1 million d'euros pour tout ça. Nous considérons que ce n'était pas très cher. La municipalité actuelle a acté cet achat et notre groupe pense que ce fut une bonne chose. Alors, je pense qu'on peut passer au plan suivant. Voilà. Voilà le plan d'urbanisme du centre marin. Donc, vous voyez d'abord une zone rouge. Zone rouge, vous avez marqué RI2, risque d'inondation, elle est inconstructible. D'autant plus que le ruisseau que vous voyez, que vous voyez ici, c'est le ruisseau qui va vers la mer. C'est sûr que le responsable du RTM nous avait dit qu'il faudrait peut-être élargir la section de ce ruisseau. Et nous croyons sur parole les travaux du RTM. Alors vous voyez, une zone UA petit a. UA petit a, ça veut dire une zone à caractère d'habitat, de service ou d'activité. Et les bâtiments sont construits en continu, on les voit, les bâtiments ici. Ensuite, vous voyez une zone NDC. C'est une zone
à protéger. Une zone BI2, elle est en zone bleue. Ça veut dire qu'en zone bleue, on peut construire sous certaines conditions, en mettant les constructions à 0,80 m du sol naturel. Les pointillés noirs que vous voyez délimitent la zone constructible. La cardiologie, la maison du lecteur, le laurier, etc. Et les divers pavillons ici. Et là, vous voyez une zone NDC. Cette zone est réservée pour les activités ludiques. C'est là où allaient les enfants ou les adolescents du centre du Marin. Mais il demeure pas moins que il y a ici une zone en pointillé, délimitée en pointillé, qui est constructible. Et sur la zone blanche que je vous ai montrée, on peut construire jusqu'à 15 mètres de haut. Donc quand on nous dit qu'on cherche des terrains pour construire le masque, peut-être de s'obliger de la mettre ailleurs, mais pas du tout. Vous avez ici sur la gauche au moins une parcelle de 4800 mètres carrés constructibles, à 15 mètres de haut. Ben, on peut déjà en faire des maisons d'accueil spécialisées. Et puis, la maison de retraite, si elle reste là-bas, nous ferons le nécessaire qui commencer pour qu'elle soit mise hors d'eau, mais s'il veut être construite ici, si on le met sur la gauche ici, c'est un aspect trapézoïdal, et bien aussi à 4000 m² qui sont constructibles. Donc, que l'on ne nous dise pas qu'on ne peut pas construire à Bagnouz, qu'il n'y a pas de terrain pour le faire, que c'est inondable. Voilà. Ce plan est très parlant. Alors, parlons du CHM aujourd'hui. D'après les renseignements que j'ai eus dans le sanitaire, c'est-à-dire rééducation fonctionnelle et cardiologie, il y a 50 lits et 50 emplois. Dans le médico-social, c'est-à-dire à la masse, il y a 65 employés à peu de choses près. Considérant qu'il y a au service technique et en cuisine et aux administratifs 10 emplois de plus, on peut dire qu'il y a environ 130 ou 135 emplois au centre et le Marais. Mais voilà que l'USAP, pas l'USAP, pas le nôtre, l'USAP, Union sanitaire sociale de l'Ordre des Pyrénées orientales, ne veut rien entendre et ne souhaite plus de sanitaire sur Bagnouz, mais souhaite, sur le site, une création de compensation. Et alors on se dit, qu'est-ce chaud. L'USAP ne souhaite plus que ça continue ici. Et cette activité de compensation, vous savez laquelle, vous? Oh non. Vous savez quand? Non, non. Vous savez combien de lits? Pas du tout. Vous savez combien d'emplois? Ah, pas du tout. Non, 4 fois non. Alors, nous lutterons avec détermination. Oui, nous négocierons s'il le faut, mais nous lutterons. Parce que nous ne voulons pas que notre carte vermeille de Saint-Vert-à-Collioure devienne un désert sanitaire et médico-social. Voyez-vous, le centre du Marin occupe dans le cœur de Bagnoulin une place privilégiée. Certains parce qu'ils y ont travaillé, d'autres parce qu'ils ont été soignés. Et je peux dire que nous nous opposerons à toutes les délocalisations parce que nous avons des arguments. Le lieu est idéal. Vue sur la mer, tranquillité, un calme particulier, un climat revivifiant. La qualité des soins est exceptionnelle. Ils sont prodigués par un personnel consciencieux, compétent et dévoué. On n'a pas de leçons à recevoir d'ailleurs. Le personnel de nos centres est sinon aussi compétent, au moins aussi compétent que tous les autres. Mais nous pensons, nous, parce que nous les aimons tous, qu'ils sont plus compétents. Et leur dévouement, personne ne pourra dire le contraire. Alors, il y a une petite ombre au tableau, c'est la vétusté de certains bâtiments, mais que diable! On peut les réhabiliter, ces bâtiments. On peut construire du neuf sur ces bâtiments. Donc pourquoi les faire ailleurs? Ce qu'on peut faire ici. Moi je pense une chose, c'est que ces personnes qui depuis leur bureau feutré signent des documents sans percevoir les répercussions négatives sur les gens du terrain, ceux qui y vivent, ceux qui sont soignés, ceux qui soignent, eh bien ces gens-là, à haut lieu, ont perdu le sens des réalités, peut-être même le sens de l'humain. Mais je veux leur dire une citation, calmement,
mais solennellement, qui sème le vent, récolte la tempête. À bon entendeur, voilà pour ce qui était du CHM. Je ne sais pas si j'ai fini, mais ils m'ont dit que l'heure était passée. Alors, je veux dire simplement que tout ça, ça nous tracasse et ça vous tracasse, à tous. Eh bien, nous essaierons, si vous nous accordez vos suffrages, nous essaierons de faire en sorte de tenir parole. Alors, avec tout ce que vous avez énoncé, vous ne pourrez pas tout faire. C'est vrai qu'on ne sait pas avec précision dans quel état sont les finances locales. Je sais qu'au mois de décembre, on a fait un emprunt de 1 million, qu'on avait fait un autre peu de temps avant de 250 000 €, qui est un prêt relié de 800 et quelques mille euros. Bon, nous ferons tout ce que nous pourrons. Mais en fonction des finances, il y aura une hiérarchisation des projets. On ne va pas tout promettre si on ne peut pas le faire. De toute façon, ce sont des projets. Alors, moi je vais apporter... C'est quoi, moi? C'est fini, non? Ah oui, oui. Dimanche, vous serez appelés à voter. Voilà. Il y a en même temps la liste aux élections municipales et la liste à la communauté de communes. Il y a 4 postes pour nous, c'est fonction de la population. Il y a un suppléant et un 5e poste. Donc en fonction des voix obtenues, chaque liste obtiendra un certain nombre de délégués à la communauté de communes où on nous entendra. Et voici à gauche la liste. On pouvait la présenter sur une seule colonne. Notre rédactrice a pensé qu'il fallait le mettre sur 2. Comme on ne sait rien refuser aux femmes, on a accepté qu'elle le mette sur 2 colonnes. Mesdames et messieurs, faire acte de candidature est un acte d'amour pour son village. 6 listes sont en présence. Il y a assurément des compétences dans chacune d'elles. Alors, quelles sont les raisons qui pourraient vous inviter à voter pour la nôtre, agir, rassembler, transmettre une nouvelle équipe, un nouveau projet? Avec nous, la porte du bureau du maire sera toujours ouverte. Souvenez-vous de ces paroles. Et il y aura toujours en mairie un élu pour vous accueillir et vous écouter. Nous serons disponibles et en permanence au service de notre village et de ses habitants. Sur le plan budgétaire, nous ne pratiquerons pas la technique des mains percées, bien connue sur Banyuls, parce que nous savons ce que gérer veut dire. Nous pratiquerons la démocratie participative, c'est-à-dire que pour les projets qui détermineront le futur de Banyuls, vous serez consultés. Les commissions se réuniront. Nous vous rendrons compte régulièrement. Il y a dans cette liste des jeunes et des moins jeunes. Toutes les décennies sont représentées. La plus jeune, qui est étudiante, a 20 ans. Notre doyen, vénéré et vénérable, a 84 ans. Enfin, notre implication personnelle au sein des diverses associations est un gage que toutes auront un soutien juste et sans faille. Alors, mesdames et messieurs, le futur est là, pressant, exigeant. Ensemble, vous et nous, prenons-le en main. Et dimanche, tenez, votez pour vous, parce qu'en votant pour nous, c'est pour vous que vous votez. Vive la République, vive la France et vive Banyuls!